Lorsqu'on se lance dans l'univers des tests unitaires, trois concepts clés se démarquent. Les librairies de tests, de mock et d'assertion. Ce sont des éléments essentiels pour créer des tests unitaires. Les librairies de tests nous fournissent une structure et une méthodologie pour organiser nos tests et les exécuter. Elles facilitent la définition des conditions initiales, l'appel des méthodes à tester et la vérification des résultats attendus. Des librairies populaires telles que XUnit, NUnit et MSTest sont largement utilisées. Les librairies de mock nous aident à simuler le comportement des dépendances externes dans nos tests unitaires. Elles nous permettent de créer des objets fictifs qui se substituent au comportement réel, facilitant ainsi l'isolation des parties spécifiques que l'on souhaite tester. Des outils tels que mock, nsubstitute et fakeiteasy sont couramment utilisés. Les librairies d'assertion sont indispensables pour vérifier les résultats de nos tests. Elles nous permettent d'exprimer clairement les conditions que l'on souhaite vérifier et de comparer les résultats obtenus avec les résultats attendus. Ces librairies fournissent des méthodes et des fonctionnalités pour vérifier les conditions telles que l'égalité, l'inégalité, la nullité, les exceptions, etc. Parmi les librairies d'assertion populaires, je citerai Fluent Assertion, qui offre des moyens pratiques pour formuler des assertions concises et compréhensibles. En résumé, les librairies de tests, de mock et d'assertion sont des éléments essentiels pour développer des tests unitaires efficaces en .NET Core. Elles nous fournissent des outils nécessaires pour créer, exécuter et valider nos tests avec confiance en garantissant la qualité et la fiabilité de notre code. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser XUnit pour ce cours. Tout d'abord, XUnit est conçu pour être simple et facile à utiliser. Avec sa syntaxe claire et intuitive, vous pouvez vous concentrer sur l'écriture de vos tests plutôt que sur l'apprentissage du framework. XUnit offre une grande flexibilité en termes de structuration de vos tests. Vous pouvez regrouper vos tests de différentes manières, ce qui vous permet d'organiser vos tests de la manière qui ait le plus de sens pour votre projet. Ensuite, XUnit comprend de nombreuses fonctionnalités puissantes, comme la possibilité de créer des données de tests paramétrées, de contrôler l'ordre d'exécution des tests, et de créer des fixtures de tests pour partager le code de configuration entre plusieurs tests. Et tout ceci, nous le verrons plus tard. Ensuite, il y a l'adoption par la communauté. XUnit est largement adopté par la communauté .NET. Cela signifie non seulement que vous pouvez trouver beaucoup de ressources d'apprentissage et d'aide en ligne, mais aussi que XUnit est régulièrement mis à jour et amélioré. Et pour terminer, XUnit s'intègre facilement avec d'autres outils que vous pourriez utiliser dans votre flux de travail de développement, comme Visual Studio, ReSharper et les systèmes de construction et d'intégration continue. Il est important de noter que le choix d'un framework de test unitaire dépend souvent des préférences personnelles et des exigences spécifiques du projet. MSTest et NUnit sont également de très bons frameworks qui ont leurs propres avantages. Et bien voilà, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses et écrire notre premier test unitaire. Alors, avant toute chose, je vous invite à récupérer cette solution dans les sources de la vidéo. Cette solution est composée d'un petit projet calculatrice lib, qui est composé ici d'une petite classe calculatrice, qui, elle, possède 4 petites fonctions: additionner, soustraire, multiplier, diviser. Ici, on voit que c'est du code extrêmement simple. On retourne simplement l'addition de a plus b, la soustraction de a moins b, la multiplication de a fois b et la division de a divisé par b. Donc ici, notre but dans cette vidéo, c'est de pouvoir tester cette fonction ici, additionner. Alors, avant d'aller plus loin, pour information, ce projet ici a été construit avec .NET 7. Donc du coup, si vous ne l'avez pas sur votre machine, il va falloir l'installer via le site officiel de Microsoft. Alors, comment faire pour ajouter un premier test pour tester cette fonction additionner? Alors, les tests ont besoin d'un environnement spécifique, donc on doit leur créer un projet de test dédié pour les tests. Donc ici, avec Visual Studio, donc si vous n'avez pas Visual Studio, vous pouvez le récupérer très facilement via le site officiel de Microsoft. Vous prenez la version Community et elle est gratuite. Donc il suffit avec Visual Studio de faire un clic droit sur la solution, appuyer sur, aller dans la section Add, et ensuite sélectionner New Project. Ensuite, dans le template, vous voyez qu'ici il y a différents templates. Ça, ce sont les récents templates que j'ai moi-même utilisés. Et donc ici, on va rechercher ici XUnit pour récupérer du coup notre projet XUnit Test Project, notre template. Ensuite, on va donner un nom. Et ici, on va le nommer du même nom que mon projet ici, calculatrice lib, en finissant par test. Alors à savoir qu'ici, je fais exprès de mal nommer mon projet
parce que la nomenclature ici n'est pas bonne, mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ensuite, il suffit de sélectionner ici notre framework. On va utiliser le même framework que notre calculatrice libre, à savoir .NET 7. Et ensuite, on appuie sur Create. Donc ici, première chose qu'on voit, c'est que notre projet ici a été créé avec 2 classes par défaut. Donc une classe ici qui s'appelle UnitTest1, et on voit ici qu'on a un mot-clé fact et une fonction public void test1. Alors, pour des raisons d'apprentissage, on va ici la supprimer, on la recréera nous-mêmes. Et ici, on voit qu'on a une classe ici using, mais ça, ce n'est pas spécifique au test, c'est juste que ici, dans notre projet, les implicit using ont été activés. Donc du coup, ça, c'est un using global qui permet de ne pas répéter using xunit dans tous nos tests. Par contre, on peut ici s'attarder sur le fichier. Le fichier ici, c'est sproj, qui va être intéressant parce qu'ici, on voit qu'on a 2 sections, donc property group et item group. Alors le property group ici, ça va simplement servir à la configuration du projet, c'est-à-dire qu'ici, voilà, on a le framework ici qui est target, c'est le .NET 7. Les implicit using sont activés, les new labels sont activés. Ici, on spécifie simplement qu'il n'est pas packable, donc on ne pourra pas en faire un nugget, un package nugget. Et ici, spécifie simplement que c'est un projet de test. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est de voir les packages qui nous a importés par défaut. C'est-à-dire qu'ici, on a le package microsoft.net.test.sdk, qui est absolument indispensable pour faire fonctionner les tests. Donc sans ceci, les tests ne fonctionneront pas. Ensuite, on a xunit, notre framework de test qu'on va utiliser. Ensuite, on a xunit runner.visual studio, qui permet en fait de faire fonctionner xunit avec Visual Studio. Et ensuite, on a ici le coverlet.collector, qui permet de générer un rapport de couverture de code. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Donc on peut voir ici que effectivement, quand on sélectionne xunit dans notre projet, eh bien, il vient nous ajouter par défaut des packages qui génèrent automatiquement. Tout ça, c'est généré automatiquement. Donc on pourrait très bien créer un projet de librairie classique, comme ici, et venir configurer tout cela en ajoutant les packages nécessaires pour en faire un projet de test. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, comment on teste ici notre fonction additionnée? Eh bien, on va aller dans notre projet de test et on va créer une nouvelle classe. On va nommer ici test. Donc ici, je fais exprès aussi de mal nommer ici ma classe de test parce que ce n'est pas la bonne nomenclature. Mais comme je le disais, on y reviendra plus tard. Et donc, du coup, je vais ici créer une fonction void que je vais appeler. Donc ici, ce qu'on va tester, c'est la méthode additionnée. Donc voilà, additionner test. Et donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est instancier notre calculatrice pour pouvoir utiliser ici cette fonction additionnée. Donc première chose qu'on va faire ici, c'est créer une variable calculatrice et on va ici lui donner du coup, new calculatrice. Et donc ici, on a besoin d'ajouter la dépendance du projet calculatrice lib à notre test. Et maintenant, on va pouvoir faire Alt Enter. Ensuite, on va pouvoir récupérer du coup le résultat de notre addition. Donc on va appeler ici calculatrice.additionner. Et donc on va mettre ici 1, 2. Ensuite, maintenant, on veut tester le résultat. Donc on va pouvoir le faire ici dans un premier temps avec assert.equal. Et donc, equal ici prend 2 paramètres, expected et actual. Donc l'expected ici, ça va être 3, parce que 1 plus 2, ça fait 3. Et ensuite, le résultat que nous avons ici. Ensuite, on peut aller dans Test Explorer. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez aller dans View, Test Explorer. Et donc, du coup, là, ça apparaîtra à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, on n'a absolument rien comme test. C'est normal, c'est parce qu'ici, rien n'indique que c'est un test. Donc pour ce faire, il y a un attribut qui provient de xunit. Vous voyez, xunit.factAttribute, qui permet en fait d'avertir que ceci est un test.
Et donc maintenant, si je retourne dans Test Explorer, je vois à présent le test en question. Additionner test. Du coup, on va lancer ce test et on va voir ce qu'il en retourne. Voilà, et on voit qu'ici le test passe correctement. Maintenant, si je le change ici l'expected, et que je mets 4 par exemple, et que je relance le test, et bien ici, voilà, le test n'est plus correct. C'est-à-dire que là, mon code fonctionne, mais mon test n'est pas correct. Donc, si maintenant je remets 3, et que je relance mon test passe de nouveau. Et si maintenant je change le code, c'est-à-dire que là je fais A plus B plus B, et que je relance, et bien là, mon code est cassé, ne fonctionne plus. Donc du coup, si vous changez quelque chose dans votre code, et que vous pensez bien faire, mais qu'en réalité ça impacte d'autres composants, eh bien grâce au test unitaire, vous allez être averti que des comportements ne sont plus corrects. Et bien voilà, on a créé notre premier test unitaire. Et bien maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler de la structure d'une solution. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit souci parce que on a notre code de production et notre code de test qui se trouve sur le même niveau de la solution. Et ça peut vite devenir compliqué quand on a pas mal de projets, et donc évidemment le même nombre de projets de test dans la solution. Donc ici, la meilleure solution, ce serait de séparer de manière physique le code de production et le code de test. Comme ceci, vous voyez qu'à présent, on a ici une séparation avec SRC et test. Donc notre code de production se trouvera dans SRC et notre code de test se trouvera dans test. Vous trouverez les sources de la solution dans les ressources de la vidéo. À présent, pour la suite du cours, toutes les solutions seront structurées de cette manière. Voyons maintenant le nommage des tests unitaires, que ce soit au niveau des projets de tests unitaires, des classes de tests unitaires ou des méthodes de tests unitaires. Voyons comment bien nommer les choses. Faisons un rapide état des lieux de ce que nous avons actuellement. Actuellement, nous avons dans SRC une calculatrice lib, un projet calculatrice lib, et dans notre dossier test, nous avons un projet calculatrice lib test. À première vue comme ça, en lisant le nom du projet de test, calculatrice lib test, on n'est pas en mesure de savoir si ce projet est un projet de test unitaire ou un projet de test d'intégration. Donc ça, c'est le premier problème que nous avons actuellement. Ensuite, au niveau de la classe test, on n'est pas en mesure de savoir que cette classe test, en fait, la classe calculatrice se trouvant dans calculatrice lib. Donc voici le deuxième problème. Ensuite, au niveau de la fonction additionner test, on n'est pas en mesure de savoir en lisant le nom du test ce qu'on attend de ce test. Donc voici le troisième problème. Voyons comment on peut améliorer tout ça. Donc voici une version de la solution modifiée. On peut voir que calculatrice lib ici n'a pas changé, ce qui est normal. Le premier changement se situe au niveau du projet de test, calculatrice lib.test.unit. Donc là, le pattern de nommage de notre projet de test se décompose en 3 parties. Tout d'abord, le projet qu'on est censé tester, calculatrice lib. Ensuite, .test pour mentionner que c'est un projet de test. Et ensuite, le .unit pour préciser quel est le type du projet de test. Dans ce cas-ci, .unit pour unit test. Ensuite, passons au nom de la classe, donc calculatrice test. Donc ici, le nommage se compose en 2 parties, c'est-à-dire la première partie, eh bien, la classe qu'on est censé tester. Donc ici, on teste la calculatrice. Et ensuite suivi du mot test au pluriel. À présent, voyons le contenu de la classe. Commençons par le premier test. Ce deuxième test ici, c'est simplement la traduction en français, pour que vous compreniez mieux. Donc le premier test est composé de plusieurs parties. La première partie, c'est donc le nom de la fonction que l'on teste, additionner. Ensuite, suivi d'un underscore, du mot should, et ensuite du comportement que l'on attend de cette fonction, c'est-à-dire dans ce cas-ci, additionner deux nombres. Suivi du mot-clé when, qui vient donner du contexte, et dans ce cas-ci, lorsque les deux nombres sont des entiers. Donc ici, en lisant le nom du test, on peut plus facilement savoir ce que le test fait. Et donc si nous le lisons en français, ça donne donc additionner, donc la fonction additionner, doit additionner deux nombres lorsque les deux nombres sont des entiers. Alors il ne faut pas avoir peur de la longueur des noms dans les tests unitaires. Les noms doivent avant tout décrire un comportement clair et précis, ce qui nous servira plus tard de documentation dans notre code, puisque si les tests sont bien nommés et que vous avez une bonne couverture de code, alors vos tests unitaires seront le reflet de ce qui se passe dans l'application. Donc à présent, dans la suite du cours, on nommera nos tests de cette manière-là. Pour information, cette manière de nommer les tests unitaires est un pattern bien connu qui est le should when. On nommera aussi nos tests en anglais, car en entreprise, c'est souvent la norme.
Pour information, vous trouverez cette solution adaptée dans les ressources de la vidéo. Voyons maintenant comment structurer nos tests avec le pattern Arrange Act Assert. Comme vous voyez ici, mon test est composé en 3 parties. Je crée d'abord tout ce qui est nécessaire pour pouvoir tester ma fonction. Ensuite, j'exécute ma fonction. Et pour terminer, je teste son résultat. Donc, on peut dire que on arrange, ensuite on act, et pour terminer, on assert. Alors du coup, dans cette section, si vous avez plusieurs éléments à instancier pour pouvoir tester quelque chose, eh bien c'est ici que ça se passera, dans arrange. Ensuite, dans act, c'est là où vous allez exécuter votre fonction à tester. Et dans assert, c'est là où vous ferez toutes vos assertions. Je vous recommande de toujours écrire ces 3 petits commentaires arrange, act, assert, pour plus de lisibilité. Maintenant, voyons un peu plus en détail comment le modèle d'exécution des tests fonctionne avec XUnit. Avec XUnit, chaque variable de classe sera instanciée pour chaque test unitaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous avons un test unitaire, il va créer une nouvelle instance de la classe pour pouvoir exécuter la fonction. C'est-à-dire qu'ici, si par exemple je crée un nouveau test unitaire, comme ceci, vous voyez qu'ici, on est obligé à chaque fois de créer une nouvelle instance pour notre test. Ça peut être redondant, par exemple ici, nous n'avons qu'une seule instance à créer. Mais si maintenant on a plusieurs objets à créer, ça deviendra vite embêtant de devoir toujours répéter la même chose. Donc avec XUnit, on pourrait facilement régler ce problème en ajoutant ici en variable de classe un private read only calculatrice. On va le nommer ici SUT pour system under test et ensuite new calculatrice. En C#, on peut faire juste ceci. Et à présent, on peut utiliser SUT au lieu de notre variable calculatrice pour nos tests. Mais ici, on pourrait se dire qu'il ne crée pas forcément une instance de classe. Il pourrait l'instancier une seule fois, récupérer la même instance de SUT et le réutiliser pour chaque test. Mais je vais vous prouver le contraire. XUnit nous fournit une interface qui s'appelle iTestOutput helper. Et ensuite, dans le constructeur, on peut venir l'injecter et ensuite venir l'assigner comme ceci. Alors ici, le test output helper dans mon constructeur va être fourni par la librairie XUnit au moment de l'exécution. Il va simplement regarder si on attend un iTestOutputHelper. Si oui, il va nous fournir une instance de cette interface. Alors grâce à ça, on va pouvoir écrire dans la console lors de l'exécution des tests. Alors maintenant, je vais juste ajouter une nouvelle variable de classe. Je vais ici écrire un GUID et donc je lui donne une valeur de GUID.newGUID. Donc si la classe est instanciée qu'une seule fois, le GUID devrait garder la même valeur. Bien, maintenant, on va faire 2 tests. On va nommer ici test GUID et un deuxième test qu'on nommera test GUID2. Et on va simplement utiliser notre output helper.writeLine et ensuite GUID.toString. On va exécuter la même chose dans le deuxième test et ensuite on va exécuter nos tests. Donc maintenant, allons voir au niveau de nos GUID. Donc ici, on voit qu'on a un GUID qui commence par D0B et qui finit par 4AC. Et ici, le deuxième n'est pas le même, 1B9. 6D5. Donc ça prouve bien que pour chaque test, une nouvelle instance de la classe calculatrice test sera créée. C'est vraiment super parce que du coup, chaque test sera scopé dans sa propre instance. Ce qui est vraiment super pratique car de cette manière, vous pourrez regrouper toutes les instances communes à vos tests unitaires au niveau de la classe directement. Maintenant, voyons comment exécuter du code avant et après chaque test unitaire avec XUnit. XUnit, contrairement à d'autres librairies, n'apporte pas de fonction spécifique pour exécuter du code avant ou après. Il utilise les features de base de C#, ce qui est vraiment élégant, parce que pour exécuter du code avant chaque test, il suffit de l'exécuter dans le constructeur. Comme nous l'avons vu précédemment, pour chaque test unitaire, une nouvelle instance de la classe est créée. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'une instance est créée, on passe par le constructeur. Donc si nous réinjectons, comme tout à l'heure, iTestOutputHelper, et donc si on exécute au niveau du constructeur l'affichage d'un texte, on va écrire ici tout simplement dans le constructeur, et bien pour chaque test, on va pouvoir exécuter ce code-là. Donc si je lance mon test, je vais dans mon test explorer, ici on peut voir qu'on est passé dans le constructeur. Maintenant je vais aussi exécuter test_output_helper dans mon test pour qu'on puisse bien voir que ce code s'exécute avant ce code-ci. Donc si je retourne dans mon test explorer, on peut voir ici dans le constructeur et ensuite dans mon test. Maintenant comment faire pour exécuter du code après mon test unitaire? Eh bien il suffit simplement d'implémenter la méthode iDisposable. Ici, on a du coup une méthode dispose. Et ici, on va pouvoir ajouter notre test output helper en ajoutant ici cleanup. On peut relancer notre test et on peut voir ici qu'on entre d'abord dans le constructeur, ensuite dans le test et pour finir dans cleanup. Et donc si nous ajoutons un deuxième test, par exemple ici on va tester la méthode soustraire, donc on a 10, on va soustraire 5, le résultat attendu est 5, dans mon test de soustraction, dans mon test d'addition, je vais ici changer le nom, donc ici c'est soustraire, ici pareil c'est soustraire, et donc si maintenant je relance tous mes tests, on peut voir qu'on est dans le constructeur, dans mon test d'addition, cleanup, et ensuite pour le deuxième, dans le constructeur, dans mon test de soustraction,
cleanup. Donc, on voit bien encore une fois ici que pour chaque test, on entre d'abord dans le constructeur, donc une nouvelle instance est créée. Ensuite, on exécute le test et ensuite on clean up. Le seul problème ici, c'est que si vous avez des choses à setup qui sont asynchrones ou des choses à clear, par exemple, qui sont asynchrones, eh bien ici, ce ne sera pas possible de le faire correctement. Donc, XUnit fournit quand même une interface, donc iAsync Lifetime. Il possède donc deux interfaces, Initialize Async et Dispose Async. À présent, Dispose ici, on n'en a plus besoin. Donc, je vais passer ces deux fonctions en asynchrone. Je vais ici rajouter un task.delay de 1 milliseconde, en faisant évidemment un await. Je vais faire la même chose ici. Et ensuite, je vais faire mon test output helper.writeLine. Init. Et ensuite, cleanup. À présent, si je lance mes tests, on peut voir qu'on arrive dans le constructeur toujours en premier. Ensuite, on arrive dans le init. Ensuite, dans notre test. Et enfin, dans le cleanup. Voyons maintenant comment ajouter plusieurs cas de test à un test unitaire. Par exemple, si je reprends ce test-ci, qui teste la méthode additionnée, si je voudrais tester par exemple d'autres paramètres ici, admettons que je copie ce test et que je veuille ajouter par exemple 0 plus 0 égale 0, et bien du coup, je vais devoir ajouter X test et me répéter plusieurs fois pour pouvoir tester différents paramètres. Mais du coup, ça, on ne veut pas faire ça. Donc, on va supprimer ceci. Et en fait, XUnit fournit un autre attribut que fact, qui nous permet en fait de rajouter des paramètres qui vont être ici injectés dans la fonction pour en pouvoir ici fournir dans la méthode additionnée. Donc cet attribut c'est plus fact mais c'est théorie. Et on voit qu'ici le compilateur n'est pas content, il nous dit simplement qu'il nous manque un autre attribut qui est inline data. On va l'ajouter, inline data. Et ici en fait dans inline data on peut rajouter autant de paramètres que l'on souhaite. Par exemple ici je vais ajouter 1, 2 et 3. Et donc ici je vais ajouter maintenant int a, int b, int expected. Donc ici, le 1 sera mappé sur le A, le 2 sera mappé sur le B, et le 3 sera mappé sur expected. Donc maintenant, je vais pouvoir changer ça en mettant A, B, et ici, expected. Et donc maintenant, si je lance mon test, que je vais dans mon test explorer, on peut voir que mon test passe bien avec les paramètres fournis. Et maintenant, en fait, je peux ajouter autant de inline data que je le souhaite et tester plusieurs cas. Parce que là, si je fais 5 égale 10, 0 plus 0 égale 0, et par exemple, moins 5 plus moins 5 égale moins 10. Donc là, si je relance mon test, que je retourne dans Test Explorer, on peut voir que maintenant, pour mon test, j'ai ici plusieurs autres tests qui se sont lancés. Donc en fait, pour chaque inline data, il va me régénérer un nouveau test. Et de cette manière, on peut tester autant de cas de test que l'on souhaite, sans se répéter, en ayant un seul test, un seul nom qui correspond bien à la fonctionnalité. Et voilà. Voyons maintenant comment désactiver un test avec XUnit. Parfois, pour différentes raisons, on voudrait pouvoir désactiver un test momentanément. Et du coup, XUnit fournit quelque chose d'assez pratique. Un simple paramètre au niveau de l'attribut. Par exemple, sur fact, je peux ici rajouter skip. Et ici, je peux donner une raison du skip. Donc là, on va mettre some reason. Et donc, si maintenant j'exécute ce test et que je vais ici dans Test Explorer, on peut voir ici que le test n'a pas été exécuté et qu'on a ici une raison pour laquelle il n'a pas été exécuté. Alors, on peut aussi le faire sur théorie. Donc, si je lance ce test, j'ai aussi ici some reason. Et là, du coup, c'est toute la théorie qui est désactivée. Mais on pourrait aussi très bien décider de le faire pour un seul cas. Et donc, si maintenant je relance ce test, tous les autres cas vont passer, sauf un seul, où du coup ici on aura la raison pour laquelle il n'a pas été exécuté. Et bien maintenant c'est à votre tour de pratiquer. Je vous ai préparé un petit exercice qui se trouve dans le projet de test unitaire, nommé exercice.txt. Vous trouverez les sources dans les ressources de la vidéo. Donc c'est assez simple. Je vais vous demander du coup de faire un test unitaire pour additionner des nombres, avec plusieurs cas de test. 5 plus 5 égale 10, moins 5 plus 5 égale 0. Moins 15 plus moins 5 égale moins 20. Pareil pour la soustraction, avec tous ces 4 tests-ci. Pareil pour la multiplication, avec ces 4 tests-ci. Et pareil pour la division. Et je vous demande d'ignorer un cas de test impossible de division par 0. Donc essayez de respecter les nommages des tests unitaires comme ici, ou comme ici. N'oubliez pas de structurer vos tests unitaires avec le pattern arrange, act, assert. Et je vous souhaite bonne chance. On se retrouve pour la correction.
Passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc nous avions déjà 2 tests unitaires, l'addition, la soustraction. Ici, il y a juste simplement les inline data qui ont changé pour s'adapter à la demande de l'exercice. Ensuite, pour la multiplication, bien au final, au niveau du nom, on a juste simplement changé le multiplier ici et le multiplier ici, pour toujours être dans la même nomenclature, avec les bons inline data. Et pareil pour la division. Il y a juste une petite particularité ici, c'est que si ici on enlève le skip, eh bien le test ne passera pas parce que la division par 0 est impossible. Donc maintenant on va lancer tous nos tests, et on voit que tous les tests passent bien, et que la division ici par 0 est bien ignorée.